Quand vous voyez l'homme avec qui vous avez vécu pendant plus de 3 décennies devenir pâle comme s'il venait de tuer quelqu'un, puis s'enfuir par la porte de derrière en trébuchant sur ses propres pieds comme un criminel poursuivi par la police, vous comprenez que quelque chose de bien plus grave qu'une simple dispute conjugale est en train de se produire. Et quand cet homme vient de vous offrir un verre de jus avec un sourire que vous n'aviez jamais vu auparavant, et que sa mère le boit à votre place quelques secondes avant que vous ne le portiez à vos lèvres, toutes les certitudes que vous avez construites au cours d'une vie entière s'effondrent d'un seul coup. Je m'appelle Eliane Marcelet et jusqu'à cet après-midi d'octobre à Besançon, je croyais encore connaître mon mari. La cuisine était silencieuse quand Théodore est entré en tenant ce verre. Je finissais de ranger les courses du matin, organisant les pots de confiture maison que j'avais achetés au marché près de la cathédrale Saint-Jean, quand j'ai senti le poids de son regard dans mon dos. Je me suis retournée et il était là, immobile, un verre dans la main droite et une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, quelque chose entre l'attente et la nervosité, comme s'il s'apprêtait à poser une question importante, mais avait peur de la réponse. Le liquide à l'intérieur du verre était sombre, presque pourpre, plus dense que n'importe quel jus que j'avais vu, et quand il l'a posé sur la table devant moi, j'ai remarqué que ses mains tremblaient, légèrement. « Le jus est bon, mon amour ?» a-t-il demandé, et il y avait quelque chose de troublant dans cette voix, une douceur forcée qui ne correspondait pas à l'homme que je connaissais, l'homme qui depuis des mois me parlait à peine, qui passait des nuits entières hors de la maison sans donner d'explication, qui chuchotait au téléphone enfermé dans le bureau et raccrochait dès que j'entrais dans la pièce. J'ai tendu la main pour prendre le verre, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale sans en comprendre la raison. Mais avant que mes doigts ne touchent le verre, la porte de la cuisine s'est ouverte avec force et Madame Gisèle Vasselon est entrée en se plaignant d'un mal de tête insupportable, disant qu'elle avait trop marché dans la ville ce matin froid et qu'elle avait besoin de boire quelque chose immédiatement. Elle n'a même pas attendu ma réponse. Elle a simplement pris le verre qui était là devant moi, comme s'il lui appartenait naturellement, et l'a bu d'un trait, d'une gorgée désespérée, comme quelqu'un qui boit de l'eau après avoir traversé un désert. Théodore s'est figé. Je l'ai regardé et j'ai vu le sang disparaître complètement de son visage. J'ai vu ses yeux s'écarquiller dans une expression d'horreur pure, comme s'il venait d'assister à quelque chose d'irréversible, quelque chose de terrible qui ne pouvait être défait. Il a lâché le torchon qu'il tenait, a reculé de 2 pas en titubant, puis, sans dire un seul mot, il s'est retourné et s'est mis à courir. Il a couru à travers le salon, renversant une chaise sur son passage, a heurté la table du couloir faisant tomber un vase qui s'est brisé au sol et est sorti par la porte de derrière en panique absolue, disparaissant dans la rue sombre comme un homme fuyant sa propre ombre. Je suis resté là, immobile, incapable de traiter ce qui venait de se passer, regardant le verre vide dans la main de Gisèle, puis la porte ouverte par laquelle mon mari avait disparu quelques secondes plus tôt. Le silence qui a envahi la cuisine était si lourd que je pouvais entendre mon propre cœur battre de façon désordonnée. Et c'est alors que Gisèle a commencé à se plaindre de vertige, disant qu'elle se sentait étrange, que quelque chose n'allait pas, très mal. 15 minutes plus tard, elle était évanouie sur le sol de la cuisine et j'étais au téléphone avec le SAMU, essayant d'expliquer à l'opérateur que ma belle-mère avait bu quelque chose et que mon mari s'était enfui en panique juste après. Et en parlant, je réalisais l'absurdité de ces mots. Je réalisais que je décrivais une scène qui semblait sortie d'un cauchemar et non de ma vraie vie. L'ambulance est arrivée rapidement. Les ambulanciers sont entrés avec du matériel et des questions urgentes. Ils ont emmené Gisèle sur une civière pendant qu'elle gémissait semi-consciente. Et je les ai accompagnés jusqu'à l'hôpital avec les mains tremblantes et l'esprit essayant désespérément de trouver une explication qui ait du sens pour tout cela. C'est à l'hôpital, 3 heures plus tard, qu'un médecin au visage sérieux est venu me chercher dans la salle d'attente et m'a emmené dans une pièce réservée. Il m'a dit que Gisèle était stable, mais que les analyses de sang avaient révélé la présence de substances qui ne devraient pas être là. Des substances qui auraient pu causer des conséquences très graves si la dose ingérée avait été plus importante. Et puis, il a posé la question qui a tout changé. « Madame Marcelet, savez-vous exactement ce que votre belle-mère a bu et qui a préparé cette boisson ?» J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds,
quand j'ai compris ce qu'il insinuait, quand les pièces ont commencé à s'assembler dans ma tête, formant une image que je ne voulais pas accepter, mais qu'il était impossible d'ignorer. Théodore m'avait offert ce jus. Il avait attendu que je le boive. Et quand sa mère l'a bu à ma place, il s'est enfui comme un homme qui venait de commettre une erreur fatale. La police est arrivée une demi-heure plus tard, 2 enquêteurs qui ont posé des questions directes et noté chaque détail dont j'arrivais à me souvenir, et c'est l'un d'eux, le plus âgé, qui m'a dit en me regardant droit dans les yeux « Madame, vous devez savoir que votre mari fait l'objet d'une enquête depuis quelques mois. Il y a des soupçons de fraude financière, de dettes considérables avec des personnes dangereuses, et maintenant ? Eh bien, maintenant il y a aussi une tentative d'empoisonnement. Je suis rentrée chez moi seule cette nuit-là, traversant les rues silencieuses de Besançon en essayant de traiter l'idée que l'homme avec qui j'avais partagé plus de 3 décennies avait planifié ma mort, que ce jus sombre était pour moi, que si Gisèle n'était pas entrée à ce moment précis, je serais maintenant dans un lit d'hôpital ou peut-être quelque chose de pire. La maison était vide et sombre quand je suis arrivée, et pour la première fois en toutes ces années, j'ai eu peur d'être là, peur des ombres dans les coins, peur de ce qui d'autre pouvait être caché entre ces murs que j'avais toujours appelés ma maison. Les jours suivants, chaque nouvelle découverte a été comme recevoir un coup dans l'estomac. Les enquêteurs ont trouvé des dettes de plus de 200 000 €, la majeure partie auprès de prêteurs de Lyon qui n'acceptaient ni excuses ni retard. Ils ont trouvé des messages effacés sur le portable de Théodore, des conversations avec une femme nommée Audrey qui travaillait dans une pharmacie à Dijon et qui avait apparemment accès à des substances contrôlées. Ils ont trouvé des polices d'assurance vie à mon nom que Théodore avait contractées 6 mois plus tôt sans jamais me le dire, des polices qui rapporteraient près d'1 demi-million d'euros si je mourais de cause accidentelle. Mais ce qui m'a vraiment détruite, c'est de trouver, caché dans un vieux livre sur l'étagère de son bureau, un carnet avec des notes détaillées sur ma routine, sur les horaires où j'étais seule à la maison, sur mes boissons préférées, sur comment j'avais toujours aveuglément confiance en tout ce qu'il me donnait. Il y avait des dates marquées, des plans écrits avec une écriture soigneuse, et sur la dernière page, une seule phrase soulignée 3 fois. Le jus est la meilleure option. Elle ne se méfierait jamais. J'ai compris alors que ce n'avait pas été une impulsion, que ce n'avait pas été un moment de folie ou de désespoir. Cela avait été calculé, planifié, répété. Il avait étudié la meilleure façon de me tuer et de faire passer ça pour naturel. Il avait choisi chaque détail avec froideur. Et si ce n'était l'intervention accidentelle de Gisèle, je ne serais pas vivante pour découvrir tout cela. Théodore a été retrouvé par la police 4 jours plus tard, caché dans un hôtel bon marché dans les environs de Lyon, et quand il a été arrêté, il a refusé de parler, refusé de me regarder dans les yeux, et resté silencieux comme s'il croyait qu'il y avait encore un moyen d'échapper aux conséquences de ce qu'il avait fait. Mais son silence n'effaçait pas la vérité que je portais maintenant. La vérité que pendant 32 ans, j'avais partagé ma vie avec un étranger, avec quelqu'un capable de planifier ma mort avec la même tranquillité qu'il planifiait les vacances d'été. Vous savez, quand quelque chose comme ça vous arrive, quand vous découvrez que la personne en qui vous aviez le plus confiance au monde voulait vous voir morte, quelque chose en vous se brise d'une manière qui ne se réparera jamais complètement. Et en même temps, quelque chose de nouveau naît. Une force que vous ne saviez pas avoir, une détermination à ne pas laisser cette trahison définir le reste de votre vie. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise dans ce voyage terrifiant, c'est que même quand tout s'effondre, même quand la vie vous montre son côté le plus cruel et incompréhensible, il y a encore un choix à faire. Vous pouvez vous laisser détruire par la douleur, ou vous pouvez décider que ce ne sera pas votre histoire finale. Et si vous m'écoutez maintenant, si vous suivez chaque mot de cette histoire qui est encore loin d'être terminée, sachez que votre présence ici signifie plus que vous ne l'imaginez. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, parce que savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage, que mon histoire résonne avec d'autres personnes qui ont peut-être vécu leurs propres épreuves, cela me donne la force de continuer à raconter tout ce qui doit encore être dit. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui va suivre va révéler des couches de cette histoire que je n'imaginais même pas qui existaient.
Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après l'arrestation de Théodore, parce que c'est là que j'ai réalisé que le jus empoisonné n'était que la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand et beaucoup plus sombre. Et vous n'imaginez pas ce que j'ai trouvé quand j'ai décidé de fouiller chaque recoin de cette maison en cherchant des réponses. Parce que ce qui était caché dans la cave a complètement changé tout ce que je pensais savoir de cette histoire. Le jus n'était que le début. La vérité était bien pire. Les jours qui ont suivi l'arrestation de Théodore ont été les plus étranges de toute mon existence. La maison semblait différente, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant que je découvre ce qu'ils cachaient depuis si longtemps. Les enquêteurs avaient fouillé le bureau, la chambre, les placards, mais ils cherchaient des preuves d'empoisonnement et de fraude financière. Moi, je cherchais quelque chose de plus profond, quelque chose qui expliquerait comment l'homme que j'avais épousé s'était transformé en quelqu'un capable de planifier ma mort avec une telle froideur méthodique. C'est dans le sous-sol que j'ai trouvé la première vraie réponse, 3 jours après son arrestation, alors que je descendais chercher de vieilles photos pour les montrer aux policiers. Le sous-sol de notre maison avait toujours été le domaine de Théodore, un espace qu'il disait utiliser pour ranger ses outils et ses affaires d'atelier. Et pendant toutes ces années, je n'avais jamais eu de raison d'y descendre régulièrement. Mais ce jour-là, en allumant la lumière et en regardant vraiment autour de moi, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Une étagère métallique contre le mur du fond qui semblait avoir été déplacée récemment, laissant des marques sur le sol poussiéreux. J'ai tiré l'étagère et découvert derrière elle une petite porte en bois que je n'avais jamais vue auparavant, dissimulée avec soin derrière les boîtes de rangement. Mon cœur s'est mis à battre plus fort alors que je tournais la poignée et ouvrais cette porte sur un espace exigu, à peine plus grand qu'un placard, où Théodore avait apparemment caché tout ce qu'il voulait garder loin de mes yeux. Il y avait là des boîtes en carton remplies de documents, des téléphones portables que je ne connaissais pas, des enveloppes contenant de l'argent liquide et surtout, posé sur une petite table, un ordinateur portable ouvert sur une page qui était restée affichée. Ce que j'ai lu sur cet écran m'a glacé le sang plus profondément que tout ce que j'avais découvert jusque-là. C'était une conversation, un échange de messages entre Théodore et quelqu'un nommé seulement Monsieur R. Et ces messages remontaient à plus d'1 an. Il parlait d'argent, de dettes, de pression, et puis, au fil des mois, le ton avait changé, était devenu plus sombre, plus menaçant. Monsieur R. disait que Théodore devait trouver une solution rapide, que les gens de Lyon ne patienteraient pas éternellement, qu'il existait des moyens de récupérer de l'argent rapidement si on avait le courage de faire ce qui devait être fait. Et Théodore avait répondu, dans un message daté de mars dernier, « Je sais ce que je dois faire. Il y a une assurance. Ça réglera tout. » J'ai continué à lire, incapable de m'arrêter, même si chaque mot était comme un poignard qui s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Les messages montraient que Théodore avait d'abord hésité, qu'il avait cherché d'autres solutions, mais que les menaces s'étaient bêtes de plus en plus précises, de plus en plus violentes. Monsieur R. avait écrit à un moment donné « Si tu ne trouves pas cet argent avant septembre, ce n'est pas seulement toi qui vas payer. On sait où tu habites, on sait qui est ta femme. » Et c'est après ce message que Théodore avait contacté Audrey, la femme de Dijon, celle qui travaillait dans la pharmacie, celle qui pouvait obtenir des substances que personne ne devrait pouvoir acheter librement. Dans une des boîtes en carton, j'ai trouvé des copies de documents financiers qui racontaient l'histoire complète de la chute de Théodore. Il avait investi l'argent de notre retraite, tout notre argent, dans une entreprise qui s'était révélée être une escroquerie pyramidale, et quand tout s'était effondré 6 mois plus tôt, il avait été obligé d'emprunter à des usuriers pour éviter que je découvre la vérité. Mais les intérêts s'étaient accumulés de façon exponentielle, et en quelques mois, une dette de 50 000 € était devenue une dette de 200 000. Et les gens qui prêtaient cet argent n'étaient pas du genre à accepter des excuses ou des plans de remboursement. J'ai aussi découvert des lettres manuscrites que Théodore avait écrites mais jamais envoyées. Des lettres adressées à moi où il essayait d'expliquer, de se justifier, de me faire comprendre qu'il n'avait pas eu le choix, que c'était moi ou lui, que les hommes de Lyon avaient menacé de le tuer si l'argent n'arrivait pas avant octobre. Dans une de ces lettres, datée de 2 semaines avant le jour du jus empoisonné,
Il avait écrit « Eliane, je suis désolé. Je sais que tu ne comprendras jamais, que tu ne pourras jamais me pardonner. Mais il faut que tu saches que je t'ai aimé autrefois, avant que tout devienne si compliqué. Avant que l'argent et la peur ne transforment tout en cauchemar. Je ne suis plus l'homme que tu as épousé. Je ne me reconnais plus moi-même. » Cette lettre m'a brisé d'une manière différente de tout le reste, parce qu'elle montrait qu'il avait conscience de ce qu'il était devenu, qu'il savait exactement ce qu'il s'apprêtait à faire et qu'il l'a fait quand même. Ce n'était pas de la folie, ce n'était pas un acte impulsif né de la panique. C'était un choix délibéré, le choix d'un homme qui avait décidé que sa propre survie valait plus que ma vie. Mais ce n'était pas tout. Dans une enveloppe cachée au fond d'une des boîtes, j'ai trouvé des photographies qui m'ont fait comprendre que l'histoire était encore plus compliquée que ce que j'avais imaginé. C'étaient des photos de moi, prises à mon insu au cours des derniers mois, des photos de moi faisant mes courses, me promenant près du Doups, sortant de chez le médecin, entrant dans la banque. Quelqu'un m'avait suivi, quelqu'un avait documenté mes mouvements, et ces photos avaient été envoyées à Théodore avec des petits mots attachés. « Elle est toujours seule le mardi matin. Elle prend toujours le même chemin pour rentrer. Elle fait confiance trop facilement. » J'ai appelé l'inspecteur Moreau, celui qui dirigeait l'enquête, et je lui ai tout montré. Il est venu immédiatement avec son équipe, et pendant qu'il photographiait et cataloguait chaque pièce à conviction, il m'a dit quelque chose qui a confirmé mes pires craintes. « Madame Marcelet, nous pensions au début que votre mari avait agi seul, poussé par le désespoir. Mais ce que vous avez trouvé ici suggère qu'il y avait une organisation derrière tout ça, des gens qui lui disaient exactement comment procéder, qui surveillaient la situation, qui s'assuraient que tout se passerait comme prévu. Et ces gens-là, ils ne vont pas être contents d'apprendre que le plan a échoué. » Cette nuit-là, l'inspecteur Moreau a insisté pour qu'un policier reste en surveillance devant ma maison, disant que tant qu'on n'aurait pas identifié tous les acteurs impliqués dans cette affaire, je pouvais être en danger. J'ai essayé de dormir, mais chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre qui bougeait derrière les rideaux me faisait imaginer quelqu'un qui s'approchait de la maison, quelqu'un envoyé par ces mystérieux créanciers de Lyon pour finir ce que Théodore avait commencé. Le lendemain matin, Gisèle est sortie de l'hôpital. Elle était encore faible, mais les médecins avaient dit qu'elle se rétablirait complètement, que les substances n'avaient pas eu le temps de causer des dommages permanents. Quand je suis allée la chercher et que je l'ai ramenée chez elle, elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de reconnaissance et de culpabilité profonde. « Eliane, » elle a dit d'une voix tremblante, « ce jus, il était pour toi. Mon propre fils voulait te tuer et je l'ai bu à ta place sans même le savoir. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu élever un homme capable de quelque chose d'aussi monstrueux? » Je n'avais pas de réponse à lui donner parce que je me posais exactement les mêmes questions. Comment l'homme doux et attentionné que j'avais épousé il y a 32 ans, l'homme qui m'apportait des fleurs sans raison, qui me faisait rire avec ses imitations ridicules, qui pleurait en regardant des films tristes, comment cet homme était-il devenu quelqu'un capable de planifier méthodiquement le meurtre de sa propre femme? À quel moment exact avait-il franchi cette ligne invisible qui sépare une personne ordinaire d'un criminel? Et surtout, aurais-je pu voir les signes plus tôt? Aurais-je pu empêcher tout ça si j'avais été plus attentive, moins naïve, moins aveuglée par des années de routine et de confort familier? C'est Gisèle qui, quelques jours plus tard, m'a fourni une pièce cruciale du puzzle. Elle m'a appelé un soir, sa voix hésitante au téléphone, me demandant si je pouvais venir la voir parce qu'elle avait quelque chose d'important à me dire, quelque chose qu'elle aurait dû me dire il y a longtemps, mais qu'elle avait gardé secret par honte et par peur de détruire notre famille. Quand je suis arrivée chez elle, elle avait sorti de vieilles lettres, des documents jaunis par le temps, et elle m'a raconté une histoire que je n'avais jamais connue. Théodore, m'a-t-elle expliqué, avait eu des problèmes avec l'argent et le jeu depuis sa jeunesse. Son père, le mari de Gisèle, était mort en laissant d'énormes dettes de jeu quand Théodore avait 20 ans, et le jeune homme avait promis à sa mère de ne jamais suivre le même chemin. Pendant des années, il avait tenu cette promesse, travaillant dur, épargnant scrupuleusement, construisant une vie stable et respectable. Mais il y a environ 2 ans, Gisèle avait découvert par hasard qu'il avait recommencé à jouer,
D'abord de petites sommes dans des cafés de Besançon, puis des montants de plus en plus importants dans des cercles de jeux privés. Elle avait essayé de lui parler, de le raisonner, mais il avait nié, s'était mis en colère, avait dit qu'elle s'inquiétait pour rien et qu'il avait tout sous contrôle. « Je n'ai rien dit à toi, Eliane », Gisèle a murmuré en essuyant ses larmes, « parce que j'avais honte. Honte que mon fils ait hérité de cette faiblesse de son père, honte de n'avoir pas réussi à l'empêcher de faire les mêmes erreurs. Et puis Théodore m'a supplié de garder le secret, il a dit que ça allait s'arranger, qu'il avait juste besoin d'un peu de temps pour se refaire et rembourser ce qu'il devait. Je voulais croire qu'il disait la vérité. Je voulais croire que mon fils n'était pas perdu. Mais maintenant je comprends que mon silence t'a mise en danger. Que si j'avais eu le courage de te prévenir il y a 2 ans, peut-être que tout ça aurait pu être évité. Je ne lui en voulais pas, et je le lui ai dit. Comment aurais-je pu? Elle aussi était victime dans cette histoire, victime des mensonges de son fils, victime de sa propre naïveté maternelle qui voulait croire au meilleur même face à l'évidence. Et d'une certaine façon, découvrir cette histoire m'a aidé à comprendre comment Théodore en était arrivé là, comment les dettes s'étaient accumulées, comment la peur et le désespoir l'avaient poussé à envisager l'impensable. Mais comprendre n'est pas pardonner, et savoir que Théodore avait des démons intérieurs ne changeait rien au fait qu'il avait décidé de les apaiser en me sacrifiant. L'enquête avançait lentement mais sûrement. Les policiers avaient identifié Monsieur R grâce aux messages trouvés dans l'ordinateur du sous-sol. C'était Marcel Renaud, un usurier notoire de Lyon qui avait des connexions avec le crime organisé et qui était déjà recherché pour plusieurs affaires de chantage et d'extorsion. Audrey, la femme de Dijon qui avait fourni les substances toxiques, avait été arrêtée et avait accepté de coopérer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Elle avait confirmé que Théodore l'avait contactée en avril, qu'il lui avait expliqué qu'il avait besoin de quelque chose qui ressemblerait à une mort naturelle, que personne ne pourrait détecter facilement. Elle avait refusé au début, mais Théodore était revenu plusieurs fois, de plus en plus désespéré, de plus en plus insistant, et finalement elle avait accepté, peut-être par pitié, peut-être parce qu'elle avait elle-même besoin d'argent, ou peut-être simplement parce qu'elle n'avait pas vraiment réalisé la gravité de ce qu'elle faisait. Pendant ce temps, ma vie continuait dans une sorte de brouillard étrange où rien ne semblait tout à fait réel. Je me levais le matin, je préparais mon café, je regardais par la fenêtre le Doubs qui coulait paisiblement comme si rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé. Les voisins me regardaient différemment maintenant, avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Certains traversèrent la rue pour m'éviter, mal à l'aise face à une histoire aussi sombre qui avait envahi leur quartier tranquille. D'autres, au contraire, venaient sonner à ma porte avec des gâteaux et des paroles de réconfort, me disant que j'étais courageuse, que j'étais forte, que j'allais m'en sortir. Mais moi, je ne me sentais ni courageuse ni forte. Je me sentais juste terriblement seule, terriblement perdue dans un monde qui n'avait plus aucun sens. C'est ma voisine, Madame Fournier, qui m'a véritablement aidée à traverser cette période. Elle avait mon âge, une femme douce et sage qui avait elle-même vécu des épreuves difficiles dans sa vie. Et elle venait prendre le thé avec moi plusieurs fois par semaine, me laissant parler ou simplement rester silencieuse selon mon humeur. Un après-midi, alors que nous étions assises dans ma cuisine, celle-là même où le jus empoisonné avait failli mettre fin à ma vie, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Eliane, tu sais ce qui est le plus difficile quand quelque chose d'horrible nous arrive ? Ce n'est pas la douleur elle-même, aussi terrible soit-elle. C'est le sentiment de ne plus savoir qui on est, de ne plus pouvoir faire confiance à son propre jugement. Tu te demandes comment tu as pu ne rien voir, comment tu as pu partager ta vie avec quelqu'un pendant des décennies sans remarquer qu'il était capable de ça. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas ta faute. Les gens changent, ou peut-être qu'ils révèlent qui ils ont toujours été sous la surface. Et toi, tu as simplement vécu avec amour, avec confiance, avec générosité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est au contraire ce qui te rend humaine, ce qui te rend belle. Ces mots m'ont touchée profondément, et pour la première fois depuis cette terrible journée d'octobre, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, fragile et tremblant, mais bien réel.
Peut-être que je pourrais survivre à ça. Peut-être que je pourrais reconstruire une vie qui avait du sens, même si elle serait complètement différente de celle que j'avais imaginée. Le procès de Théodore était prévu pour février, et l'inspecteur Moreau m'avait prévenu que je devrais témoigner, que mon témoignage serait crucial pour établir la préméditation et les circonstances exactes de la tentative d'empoisonnement. L'idée de revoir Théodore, de me retrouver dans la même pièce que lui, de devoir raconter devant des étrangers les détails les plus intimes et les plus douloureux de notre vie conjugale, tout ça me terrifiait. Mais je savais aussi que c'était nécessaire, que la justice devait être rendue, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui avaient été trahies, manipulées, mises en danger par des hommes qui auraient dû les protéger. Mais avant que le procès n'ait lieu, quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose qui allait changer complètement la direction de toute cette histoire et révéler des vérités que personne n'aurait pu anticiper. C'était un mardi matin de décembre, 3 jours avant Noël, quand l'inspecteur Moreau est venu chez moi sans prévenir, accompagné d'une jeune femme que je n'avais jamais vue. Il avait l'air grave, presque troublé, et avant même qu'il ouvre la bouche, j'ai su que quelque chose d'important venait de se produire. Son regard évitait le mien, comme s'il portait une information trop lourde à délivrer, et la jeune femme à ses côtés serrait nerveusement une mallette en cuir contre sa poitrine. Madame Marcelet. Il a commencé en s'asseyant dans mon salon après que je leur ai offert du café qu'ils ont poliment refusé. Je vous présente Maître Sophie Blanchard, avocate. Elle représente quelqu'un qui souhaite vous parler, quelqu'un dont le témoignage pourrait être déterminant pour comprendre toute cette affaire. Mais avant que vous acceptiez de rencontrer cette personne, je dois vous prévenir que ce que vous allez entendre sera probablement très difficile à accepter. J'ai senti mon estomac se nouer. Après tout ce que j'avais déjà découvert, après toutes les révélations qui avaient déchiré ma vie en lambeaux, je ne pouvais même pas imaginer ce qui pouvait encore être pire. La jeune avocate a ajusté ses lunettes et a pris la parole. Sa voix douce mais ferme, portant le poids de quelque chose de profondément délicat. « Madame Marcelet, ma cliente s'appelle Céline Dumont. Elle a 32 ans et elle vit à Dijon. Elle a contacté la police il y a 2 jours parce qu'elle a appris par les médias l'arrestation de Théodore Vasselon et ce qu'elle a à dire concerne directement votre mari et les événements qui ont conduit à la tentative d'empoisonnement. Son témoignage pourrait éclairer certains aspects de l'affaire que nous ne comprenions pas encore. » J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Une douleur familière maintenant, celle qui accompagnait chaque nouvelle révélation sur l'homme que j'avais cru connaître. « Et qui est cette Céline Dumont ?» j'ai demandé, ma voix à peine audible, redoutant déjà la réponse que je pressentais venir. L'avocate a échangé un regard avec l'inspecteur Moreau avant de répondre, comme pour chercher une approbation silencieuse. « C'est la maîtresse de votre mari, madame. Ils ont eu une relation pendant presque 3 ans. Et elle affirme avoir des informations qui pourraient expliquer certains aspects de cette affaire que nous ne comprenions pas encore, notamment les motivations profondes de Théodore et les pressions qu'il subissait. Le monde a vacillé autour de moi. Une maîtresse. 3 ans. Pendant 3 longues années, pendant que je préparais ses repas avec soin, lavais ses vêtements, dormais à côté de lui en pensant que malgré les difficultés, nous étions encore un couple. Une équipe qui avait traversé tant d'années ensemble. Pendant tout ce temps, il avait une autre vie, une autre femme, une autre histoire qui se déroulait en parallèle de la nôtre comme une ombre que je n'avais jamais su voir. Les murs de mon salon semblaient se refermer sur moi. J'ai pensé à toutes ces soirées où il prétendait travailler tard, à tous ces week-ends où il disait devoir rencontrer des clients, à toutes ces fois où son téléphone sonnait et il sortait précipitamment de la pièce pour répondre. Chaque mensonge, chaque excuse prenait maintenant une signification nouvelle et déchirante. « Je veux la voir », j'ai dit après un long silence, surprenant moi-même par la fermeté de ma voix malgré le tremblement intérieur qui menaçait de me faire exploser. « Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Je veux comprendre. » L'inspecteur Moreau a hoché la tête avec une expression de respect mêlée de compassion. « Elle attend dans sa voiture dehors. Nous ne voulions pas la faire entrer sans votre accord explicite. Êtes-vous certaine de vouloir faire ça maintenant, Madame Marcelet ? Nous pouvons organiser cette rencontre dans un cadre plus formel, au commissariat par exemple. » « Non,
J'ai répondu avec une détermination qui venait de quelque part au fond de moi, une partie de moi qui refusait de continuer à vivre dans l'ignorance ou la peur. Faites-la entrer, ici, maintenant. C'est ma maison, et je veux entendre la vérité dans ma propre maison. Céline Dumont est arrivée quelques minutes plus tard, et quand elle a franchi le seuil de mon salon, j'ai été frappée par sa jeunesse. C'était une jeune femme brune, avec des yeux tristes, qui portait les marques d'un chagrin récent, habillée simplement d'un jean et d'un pull gris, qui avait l'air terrifiée à l'idée de me faire face. Ses mains tremblaient légèrement quand elle s'est assise en face de moi dans le fauteuil que l'inspecteur lui avait indiqué. Et malgré la colère et la trahison que je ressentais, j'ai aussi éprouvé une étrange forme de compassion pour elle, parce qu'il était évident qu'elle aussi était une victime dans cette histoire tordue, qu'elle aussi avait été manipulée et blessée par les mensonges de Théodore. Madame Marcelet, elle a commencé, sa voix tremblante et les larmes déjà au bord de ses yeux. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, aucune raison de me pardonner d'avoir eu une liaison avec votre mari. Je sais que je suis la dernière personne que vous voulez voir en ce moment. Mais je dois vous dire la vérité, parce que vivre avec ce secret est devenu impossible, et parce que vous méritez de savoir exactement ce qui s'est passé, toute la vérité sans mensonge ni omission. Elle a pris une profonde inspiration, essuyant une larme qui avait commencé à couler sur sa joue. J'ai rencontré Théodore il y a 3 ans dans un café à Dijon, le Café des Arts sur la place d'Arcy. Je venais de divorcer après 8 ans de mariage difficile. J'étais vulnérable, complètement perdue, essayant de reconstruire ma vie morceau par morceau. Et il était là, assis seul à une table près de la fenêtre, lisant un journal. Il était charmant, attentif. Il m'a souri quand nos regards se sont croisés et nous avons commencé à parler. Il me faisait sentir spéciale, écoutée, comprise d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il m'a dit qu'il était séparé de sa femme. Elle a continué en me regardant directement dans les yeux, comme pour me faire comprendre qu'elle n'avait pas sciemment voulu détruire un mariage. Il m'a expliqué que vous viviez encore ensemble par commodité financière et à cause de votre maison, mais que le mariage était fini depuis longtemps, qu'il n'y avait plus d'amour entre vous, juste une routine vide et des obligations. Il a dit que vous aviez des vies séparées sous le même toit, que vous étiez plus des colocataires que des époux. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. Parce que j'avais besoin de croire que quelqu'un pouvait m'aimer à nouveau, que je méritais encore d'être heureuse après tout ce que j'avais traversé. J'ai écouté en silence, la douleur s'intensifiant à chaque mot. Comment avait-il pu raconter de telles choses sur notre vie, sur notre mariage? Comment avait-il pu réduire 32 ans de vie commune à une simple commodité? Pendant 2 ans, notre relation était stable, presque normale. Céline a poursuivi, sa voix devenant plus assurée maintenant qu'elle avait commencé. Il venait me voir à Dijon 2 ou 3 fois par semaine. Nous dînions ensemble dans de petits restaurants tranquilles. Nous nous promenions le long du canal. Nous allions au cinéma comme n'importe quel couple ordinaire. Il était doux, romantique même. Il m'apportait des fleurs, se souvenait de dates importantes, me faisait rire avec ses histoires. Nous planifions même un avenir ensemble. Il disait qu'il allait divorcer, qu'il attendait juste le bon moment, que les choses étaient compliquées avec vous à cause de questions financières et de la maison, mais que bientôt nous pourrions vivre au grand jour, que nous pourrions être un vrai couple sans avoir à nous cacher. Je rêvais de ce jour, elle a admis, les larmes coulant maintenant librement. Je m'imaginais avec lui, construisant une vraie vie, peut-être même ayant des enfants un jour. Il me donnait de l'espoir quand j'avais cru que je n'aurais plus jamais d'espoir. Mais tout a changé il y a environ 1 an. Théodore est devenu différent, nerveux, constamment stressé. Il sursautait au moindre bruit, vérifiait obsessivement son téléphone, regardait par-dessus son épaule comme s'il était poursuivi. Il parlait sans cesse d'argent, de dettes qui s'accumulaient, de gens qui le menaçaient, de problèmes qui le dépassaient complètement. Il a commencé à me demander de l'argent, elle a continué, sa voix prenant un ton de regret profond. D'abord de petites sommes, 50 € ici, 100 € là, pour soi-disant régler une facture urgente ou payer un artisan. Puis les montants sont devenus de plus en plus importants. 500 €,
1 000 euros, 3 000 euros. Il promettait toujours de me rembourser rapidement, il disait que c'était temporaire, qu'un gros contrat allait bientôt aboutir et qu'il pourrait tout me rendre avec des intérêts. J'ai accepté au début parce que je l'aimais, parce que je pensais que c'était ce qu'on faisait quand on aimait quelqu'un, on l'aidait dans les moments difficiles. Mais je commençais à me poser des questions, à me demander pourquoi ses problèmes financiers ne se résolvaient jamais, pourquoi il avait toujours besoin de plus. Et puis, en avril dernier, elle a dit, sa voix se brisant complètement. Il est venu chez moi complètement paniqué, dans un état que je ne lui avais jamais vu. Il était pâle, tremblant, il transpirait malgré le temps frais. Il m'a dit qu'il était en danger mortel, que des hommes de Lyon allaient le tuer s'il ne trouvait pas 200 000 euros rapidement, avant la fin de l'été. Il a dit que ces hommes ne plaisantaient pas, qu'ils avaient déjà tué d'autres personnes qui n'avaient pas payé leurs dettes, qu'il avait vu des photos de ce qu'ils faisaient à ceux qui les trahissaient. Je lui ai demandé comment il en était arrivé là, comment il avait pu accumuler une dette aussi énorme, Céline a raconté, essuyant ses larmes avec un mouchoir en papier froissé. Il m'a expliqué qu'il avait fait de mauvais investissements, qu'il avait été arnaqué par une entreprise qui s'était révélée être une pyramide de Ponzi, qu'il avait ensuite emprunté à des usuriers pour essayer de se refaire au jeu et que maintenant la dette avait explosé avec les intérêts composés. Il était désespéré, complètement perdu, et moi aussi j'étais terrifiée pour lui. Et puis il m'a dit quelque chose d'horrible, quelque chose que j'ai refusé d'accepter sur le moment, quelque chose qui me hante encore chaque nuit, elle a murmuré, regardant maintenant ses mains plutôt que moi. Il m'a dit qu'il avait trouvé une solution, la seule solution possible pour sauver sa vie et peut-être aussi la mienne, parce que ces hommes savaient qu'on était ensemble et qu'ils pourraient s'en prendre à moi pour faire pression sur lui. Il m'a dit qu'il allait toucher l'assurance vie de sa femme, une grosse somme qui réglerait toutes les dettes et nous permettrait même de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Et pour ça, pour que cette assurance soit versée. Pour ça, il fallait que vous mouriez. Le silence dans la pièce était assourdissant. L'inspecteur Moreau prenait des notes méticuleusement, l'avocate gardait les yeux baissés sur ses mains croisées, et moi, j'étais figée dans mon fauteuil, incapable de bouger, incapable même de respirer correctement, comme si l'air était devenu trop épais pour mes poumons. J'ai été horrifiée, Céline a continué, sa voix brisée par les sanglots qu'elle tentait de retenir. J'ai dit à Théodore qu'il était devenu fou, que je ne voulais plus jamais le revoir, que j'allais immédiatement prévenir la police de ce qu'il venait de me dire. Comment pouvait-il même envisager une chose pareille? Comment pouvait-il parler de tuer quelqu'un, sa propre femme, la femme avec qui il avait partagé plus de 3 décennies, comme s'il parlait de résoudre un simple problème administratif? Mais il m'a supplié, il s'est mis à genoux devant moi dans mon salon, elle a raconté, les images de cette scène semblant encore la hanter. Il a pleuré comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Il a dit que c'était la seule solution, l'unique moyen de survivre, que sinon, c'était lui qui mourrait dans d'horribles souffrances, et peut-être moi aussi, parce que les hommes de Lyon savaient exactement qui j'étais et où j'habitais. Il m'a montré des photos sur son téléphone, des photos de lui prises à son insu, de moi prises à mon insu, pour me prouver qu'on était surveillé, que le danger était réel. Il a dit qu'il avait déjà tout planifié avec l'aide de quelqu'un, que ça ressemblerait à une mort naturelle ou à un accident tragique, que vous ne souffririez pas, que ce serait rapide et indolore, que personne ne saurait jamais la vérité. Céline a poursuivi, chaque mot semblant lui arracher une partie de l'âme. Il a essayé de me convaincre que c'était presque une forme de miséricorde, que votre vie n'était pas heureuse de toute façon, que vous étiez déprimé et seul, que vous restez ensemble juste par habitude et par peur du changement. Il a dit que de toute façon, votre mariage était mort depuis des années, que vous ne l'aimiez plus vraiment, que vous seriez peut-être même soulagé de partir, d'être libéré d'une vie qui ne vous apportait plus rien. J'ai senti la nausée monter en moi. Comment avait-il pu dire de telles choses? Comment avait-il pu justifier un meurtre avec de tels mensonges sur mes sentiments, sur ma vie, sur ce que je ressentais? Je ne l'ai pas dénoncé, Céline a avoué, et ces mots ont résonné dans la pièce comme une condamnation, comme un poids qu'elle portait et qui l'écrasait. Je ne l'ai pas dénoncé tout de suite parce que j'avais peur, terriblement peur de ces hommes de Lyon
qu'il m'avait décrits comme des monstres sans pitié. Peur de ce que Théodore pourrait me faire si je le trahissais alors qu'il était dans un état si désespéré. Peur aussi peut-être de perdre définitivement l'homme que j'aimais encore, malgré tout ce qu'il venait de me révéler. J'avais peur de me retrouver seule à nouveau, de devoir admettre que j'avais gaspillé 3 ans de ma vie avec quelqu'un qui n'existait pas vraiment, qui n'était qu'un mensonge ambulant. Alors j'ai fait la pire chose possible. J'ai juste coupé les ponts avec lui brutalement. Elle a expliqué, la honte visible sur son visage. J'ai changé mon numéro de téléphone, j'ai bloqué toutes ses adresses e-mail. J'ai refusé de répondre quand il venait sonner à ma porte à 2 heures du matin en suppliant que je lui parle. Et je me suis dit que peut-être il ne le ferait pas vraiment, que c'était juste la panique et le désespoir qui parlaient, que personne de normal ne pouvait vraiment faire quelque chose d'aussi monstrueux, que quand il se calmerait, il réaliserait l'horreur de ce qu'il avait envisagé et trouverait une autre solution. Je voulais croire qu'il y avait encore une partie de l'homme que j'avais connu, une partie capable de raison et d'humanité. Et puis j'ai vu les nouvelles à la télévision un soir d'octobre. Elle a dit, sa voix n'étant plus qu'un murmure maintenant. J'ai vu votre photo, Madame Marcelet. J'ai lu ce qui s'était passé, que Théodore avait été arrêté pour tentative d'empoisonnement sur sa femme, que c'était sa propre mère qui avait bu le poison par accident et que c'était ce qui avait sauvé votre vie. Et j'ai compris qu'il l'avait vraiment fait, qu'il avait vraiment essayé de vous tuer comme il me l'avait dit, que ce n'était pas juste des paroles en l'air nées de la panique, mais un vrai plan qu'il avait mis à exécution. Et je n'ai pas pu vivre avec ça, elle a continué, les sanglots la secouant maintenant complètement. Je ne pouvais pas vivre en sachant que j'aurais pu empêcher ça, que si j'avais été courageuse, si j'avais fait ce qui était juste plutôt que ce qui me protégeait, vous n'auriez jamais été en danger. Je me réveillais chaque nuit en sueur, imaginant que vous étiez morte, que j'avais votre mort sur la conscience, que j'étais complice d'un meurtre par mon silence. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Alors j'ai contacté la police, j'ai tout raconté, et j'ai accepté de venir ici pour vous regarder dans les yeux et vous demander pardon, même si je sais que je ne mérite pas votre pardon. Je l'ai regardée longuement. Cette jeune femme brisée qui avait aussi été manipulée par Théodore, qui avait aussi été une pièce dans son jeu tordu, une pièce qu'il avait utilisée et puis abandonnée quand elle ne lui servait plus. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle aussi était victime, d'une manière différente de moi, mais tout aussi réelle. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu maintenant ?» J'ai finalement demandé, ma voix plus douce qu'elle ne l'aurait dû être compte tenu des circonstances. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas juste venu pour vous excuser. » Céline a hoché la tête et a sorti une enveloppe épaisse de son sac. « Oui, vous avez raison. Après avoir rompu avec Théodore, j'ai continué à recevoir des messages bizarres, des appels anonymes menaçants. Et puis un jour, en faisant le ménage dans mon appartement, j'ai trouvé ça caché dans un tiroir qu'il utilisait quand il restait chez moi, un tiroir que je n'avais jamais fouillé parce que je respectais son intimité. Ce sont des documents qui montrent que les dettes de Théodore étaient encore plus importantes et plus compliquées que ce que la police pense. Il y a des noms, des montants précis, des dates de transaction, des menaces écrites. Et il y a aussi autre chose d'encore plus grave. Elle a ajouté en tendant l'enveloppe à l'inspecteur Moreau. Il y a des messages imprimés qui prouvent que Théodore n'était pas la seule cible de Marcel Renaud et de son réseau, qu'il y avait d'autres personnes dans la même situation désespérée, d'autres gens qui avaient été poussés à commettre des crimes terribles pour rembourser leurs dettes. Il y a des références à des accidents qui n'en étaient pas vraiment, à des disparitions suspectes, à des suicides qui pourraient avoir été forcés. C'est un réseau criminel beaucoup plus large et plus dangereux que ce que vous imaginez. L'inspecteur Moreau a pris l'enveloppe avec des gants et a commencé à examiner son contenu méthodiquement, son visage devenant de plus en plus grave à mesure qu'il lisait chaque document, chaque message imprimé, chaque preuve accablante. « Mon Dieu !» il a murmuré après plusieurs minutes de lecture concentrée. « C'est énorme. Si ces informations sont authentiques, et elles semblent l'être, on ne parle plus juste d'une tentative d'empoisonnement isolée. On parle d'un réseau criminel organisé qui force des gens désespérés à commettre des crimes, y compris des meurtres, pour rembourser des dettes usuraires. Ça change complètement la portée de l'enquête. Il faut que je transmette ça immédiatement au procureur. »
Dans les semaines qui ont suivi cette rencontre déchirante, tout s'est accéléré de façon vertigineuse. Les policiers ont utilisé les informations précieuses fournies par Céline pour identifier et arrêter plusieurs membres du réseau criminel de Marcel Renaud, incluant 3 autres personnes qui avaient été contraintes de commettre des fraudes, des vols et même des agressions pour rembourser leurs dettes impossibles. L'une de ces personnes était Audrey, la pharmacienne de Dijon, qui avait fourni les substances toxiques à Théodore, et elle a confirmé dans son interrogatoire qu'elle aussi était lourdement endettée auprès de Renaud, qu'elle avait accepté d'aider Théodore non pas par cupidité ou méchanceté, mais parce qu'elle était terrorisée pour sa propre vie et celle de sa fille adolescente, et parce qu'elle était désespérée et ne voyait aucune autre issue. Le portrait qui émergeait jour après jour était celui d'une organisation criminelle sophistiquée et impitoyable qui identifiait des personnes vulnérables avec une précision chirurgicale, souvent des joueurs compulsifs qui avaient touché le fond, des gens ayant des problèmes financiers graves suite à des divorces coûteux ou à des pertes d'emploi, des entrepreneurs dont les affaires avaient fait faillite. Le réseau leur prêtait de l'argent à des taux d'intérêt astronomiques, impossibles à rembourser, sachant parfaitement dès le départ que les emprunteurs ne pourraient jamais s'acquitter de leurs dettes, puis les forçait progressivement à commettre des crimes de plus en plus graves pour générer l'argent nécessaire. C'était un cycle vicieux, diaboliquement conçu, dont il était pratiquement impossible de s'échapper une fois qu'on y était pris. Un piège qui se refermait lentement mais inexorablement sur ses victimes. J'ai compris alors, dans toute sa complexité tragique, que Théodore était à la fois coupable et victime, qu'il avait fait des choix terribles et inexcusables, mais qu'il avait aussi été manipulé, menacé et poussé dans des directions qu'il n'aurait peut-être jamais prises de lui-même dans des circonstances normales. Cela ne l'excusait en rien, ne diminuait en aucune façon l'horreur de ce qu'il avait tenté de me faire, de comment il avait planifié ma mort avec une froideur méthodique, mais cela ajoutait une couche de complexité à l'histoire qui la rendait encore plus tragique, encore plus déchirante. J'ai également réalisé combien de vies avaient été détruites par ce réseau criminel. Combien de familles avaient été brisées? Combien de personnes désespérées avaient été transformées en criminels contre leur volonté profonde? Et je me suis demandé combien d'autres Théodore il y avait là-bas, combien d'autres personnes piégées dans des situations impossibles, faisant des choix terribles parce qu'ils ne voyaient aucune autre issue. Le procès a finalement eu lieu en mars, dans un tribunal de Besançon qui débordait de journalistes venus de toute la France et même de l'étranger, de curieux attirés par l'aspect sensationnel de l'affaire et de victimes d'autres crimes du réseau qui venaient témoigner ou simplement voir justice être rendue. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions contradictoires et de tensions palpables. J'ai dû témoigner pendant 2 jours entiers éprouvants, racontant dans les moindres détails intimes les événements de cette terrible journée d'octobre qui avait failli me coûter la vie, décrivant les années de mariage qu'il avait précédées avec une honnêteté brutale qui me déchirait intérieurement. Essayant de répondre aux questions impossibles et parfois cruelles des avocats de la défense qui voulaient comprendre comment j'avais pu ne rien remarquer, ne rien soupçonner des activités de mon mari, comme si j'étais d'une certaine façon responsable de ne pas avoir vu ce qu'il cachait si bien. Voir Théodore assis dans le box des accusés, menotté et portant l'uniforme gris des détenus, a été l'une des expériences les plus difficiles et surréalistes de ma vie. Il avait maigri considérablement. Ses joues étaient creusées, ses cheveux avaient grisonné presque complètement en quelques mois, et il semblait avoir vieilli de 10 ou 15 ans. Quand nos regards se sont croisés pour la première fois depuis son arrestation, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du remords profond, à de la honte écrasante, mais aussi à un vide terrifiant, comme si l'homme que j'avais connu avait complètement disparu et qu'il ne restait qu'une coquille vide, un fantôme de ce qu'il avait été autrefois. Il a témoigné à son tour, lors du 3e jour du procès, admettant tout sans chercher à minimiser ses actes, expliquant dans un monologue long et douloureux comment la spirale de l'endettement et de la peur constante l'avait poussé à envisager l'impensable, comment il avait rationalisé ses actions terribles en se disant que c'était la seule façon de survivre, comment il s'était convaincu petit à petit que je ne souffrirais pas, que ce serait rapide et presque indolore, comme s'endormir et ne plus se réveiller,
Ces mots sonnaient creux et pathétiques, des justifications qui ne justifiaient rien. Et j'ai réalisé en l'écoutant parler que l'homme qui se tenait là n'était plus celui que j'avais épousé 32 ans plus tôt, que peut-être il ne l'avait jamais vraiment été, que j'avais vécu pendant des décennies avec une illusion, une façade soigneusement construite qui cachait quelque chose de beaucoup plus sombre et troublé. Marcel Renaud et plusieurs membres de son réseau criminel ont également été jugés, dans un procès séparé mais connexe qui s'est déroulé simultanément dans une autre salle du même tribunal. Renaud a été reconnu coupable d'extorsion organisée, de chantage systématique, de complicité dans plusieurs tentatives de meurtre et de meurtres effectifs, et a été condamné à 20 ans de prison ferme sans possibilité de réduction de peine. Théodore, reconnu coupable de tentative d'empoisonnement avec préméditation et de fraude à l'assurance, a été condamné à 15 ans de prison. Audrey et les autres complices contraints ont reçu des peines plus légères, entre 3 et 7 ans, en raison de leur coopération avec la justice et du fait qu'ils avaient eux-mêmes été victimes du réseau avant d'en devenir les instruments. Quand le verdict final est tombé, prononcé par un juge à la voix grave et solennelle, j'ai ressenti un mélange étrange et contradictoire de soulagement et de tristesse profonde. Justice avait été rendue. Les coupables allaient payer pour leurs crimes devant la société, mais cela ne changeait rien au fait fondamental que ma vie avait été irrémédiablement détruite, que les 32 années que j'avais passées avec Théodore étaient maintenant teintées de mensonges et de trahison, que je ne pourrais jamais récupérer le temps perdu, ni effacer les souvenirs douloureux qui remplaçaient maintenant tous les bons moments que j'avais crus réels et authentiques. Après le procès épuisant et émotionnellement dévastateur, j'ai pris une décision importante qui avait mûri en moi pendant des semaines. Je devais quitter Besançon, quitter cette maison qui contenait trop de fantômes, trop de souvenirs toxiques qui me hantaient à chaque coin de couloir, dans chaque pièce où nous avions vécu ensemble. J'ai vendu la propriété rapidement à un jeune couple qui ne connaissait pas son histoire sombre, et j'ai déménagé à Annecy, près du lac Magnifique, dans un petit appartement lumineux au 2e étage d'un immeuble ancien d'où je pouvais voir les montagnes enneigées et l'eau qui scintillait au soleil comme des milliers de diamants. C'était un nouveau départ symbolique, une chance de reconstruire quelque chose qui m'appartiendrait vraiment, qui ne serait pas contaminé par le passé cauchemardesque, où je pourrais respirer à nouveau sans sentir le poids écrasant de la trahison. C'était un samedi après-midi de juin, presque 1 an jour pour jour après cette terrible journée d'octobre où ma vie avait basculé, quand j'ai reçu une lettre qui portait le cachet de la prison où Théodore purgeait sa peine. Mon premier réflexe a été de la jeter sans l'ouvrir, de refuser d'entendre quoi que ce soit qu'il avait à me dire après tout ce qu'il m'avait fait. Mais quelque chose m'a retenu, peut-être la curiosité, peut-être le besoin de vraiment clore ce chapitre de ma vie, et finalement j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. La lettre était courte, écrite d'une main hésitante qui ne ressemblait pas à l'écriture assurée de Théodore que je connaissais. Il me demandait de venir le voir, disait qu'il y avait quelque chose d'important qu'il devait me dire, quelque chose qu'il n'avait pas osé révéler pendant le procès par peur et par honte. Il ne me demandait pas de pardon, ne prétendait pas que cette information changerait quoi que ce soit entre nous, mais il insistait sur le fait que j'avais le droit de savoir toute la vérité, même si cette vérité était difficile à entendre. J'ai hésité pendant des semaines. L'idée de retourner voir Théodore, de me retrouver face à face avec l'homme qui avait essayé de me tuer, me remplissait d'une anxiété presque paralysante. Mais finalement, après avoir longuement discuté avec mon thérapeute et avec Madame Fournier, j'ai décidé d'y aller. Non pas pour lui, mais pour moi, pour pouvoir vraiment tourner la page avec toutes les réponses en main. La prison était un bâtiment gris et austère situé dans les environs de Lyon, et quand je suis entrée dans le parloir sous le regard vigilant des gardiens, j'ai senti mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'il explose. Théodore est arrivé quelques minutes plus tard, menotté, escorté par un gardien, et quand il s'est assis de l'autre côté de la vitre qui nous séparait, j'ai vu à quel point il avait changé. Ce n'était plus l'homme que j'avais connu, c'était une version diminuée, brisée, qui portait le poids de ses crimes sur ses épaules voûtées. Eliane, il a commencé, et même à travers le téléphone qui nous permettait de communiquer, je pouvais entendre le tremblement dans sa voix. « Merci d'être venu. Je sais que tu n'avais aucune raison de le faire, que tu me dois rien.
Mais il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai caché pendant le procès parce que j'avais trop honte, parce que je ne voulais pas salir sa mémoire. « De qui parles-tu » j'ai demandé, confuse. « De mon père » il a répondu, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Ma mère t'a dit que mon père était mort en laissant d'énormes dettes de jeu, que c'est ce qui a détruit notre famille quand j'étais jeune. » C'est vrai, mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce que ma mère ne sait pas, ce que personne ne sait sauf moi, c'est que mon père ne s'est pas suicidé comme tout le monde le croit. Il a été tué, assassiné par les mêmes gens à qui il devait de l'argent, les prédécesseurs de Marcel Renaud dans le même réseau criminel de Lyon. Le choc de cette révélation m'a coupé le souffle. « Comment le sais-tu » J'ai réussi à articuler. « Parce que j'étais là », il a murmuré, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. J'avais 20 ans. Je suis rentré à la maison un soir et j'ai trouvé 2 hommes dans notre salon avec mon père. Ils le frappaient, lui hurlaient dessus, exigeaient l'argent qu'il devait. J'ai essayé d'intervenir, mais l'un d'eux m'a assommé. Quand je me suis réveillé, mon père était mort et les 2 hommes étaient repartis. J'ai paniqué, j'étais terrorisé et au lieu d'appeler la police, j'ai maquillé la scène pour que ça ressemble à un suicide. J'ai eu peur qu'il revienne me tuer si je parlais, peur de ce qu'il ferait à ma mère. Alors j'ai menti, j'ai dit que je l'avais trouvé mort, et tout le monde a cru que c'était le désespoir des dettes qui l'avait poussé à se tuer. Pendant des années, j'ai vécu avec cette culpabilité, avec le secret de ne pas avoir dénoncé les assassins de mon père, avec la peur constante qu'ils reviennent. Et puis, il y a 2 ans, quand j'ai recommencé à jouer, et que j'ai commencé à accumuler des dettes, je suis tombée sur Marcel Renaud. Au début, je ne savais pas qui il était vraiment, mais quand les menaces ont commencé, quand ces hommes ont commencé à me suivre, j'ai reconnu l'un d'eux. C'était l'un des hommes qui avait tué mon père 25 ans plus tôt. J'étais piégée dans le même cycle que mon père, avec les mêmes personnes, et je savais exactement ce qui m'attendait si je ne trouvais pas l'argent. J'ai paniqué complètement. Tous les traumatismes de ma jeunesse sont remontés à la surface, et dans cet état de terreur absolue, j'ai pensé à l'assurance vie, à la seule façon que je voyais de m'en sortir. Je ne peux pas dire que je n'avais pas le choix, parce que j'avais toujours le choix de tout révéler, de demander de l'aide, d'affronter les conséquences de mes actes. Mais j'étais paralysée par la peur, par les souvenirs, par le poids de tous ces secrets que je portais depuis si longtemps. Il s'est tu, attendant que je dise quelque chose, mais j'étais incapable de parler. Cette révélation ajoutait une dimension encore plus tragique à toute cette histoire, montrait comment les traumatismes non résolus peuvent se perpétuer à travers les années, comment la peur et la culpabilité peuvent pousser quelqu'un à répéter les mêmes erreurs que celles qui ont détruit sa famille. Il y a autre chose. Théodore a continué après un long silence. Quand Marcel Renaud a été arrêté, il a fait un accord avec les procureurs. Il a donné des noms, des informations sur d'autres crimes, d'autres personnes impliquées dans son réseau, et dans ces informations, il y avait quelque chose qui te concerne directement. Il y avait un plan de secours au cas où la tentative d'empoisonnement échouerait. Quelqu'un d'autre était censé intervenir, quelqu'un qui te connaissait, qui avait accès à ta vie, à ta maison. Mon sang s'est glacé. Qui ? J'ai demandé, ma voix à peine audible. Je ne sais pas exactement. Renaud n'a pas voulu révéler le nom complet, mais il a dit que c'était quelqu'un proche, quelqu'un en qui tu avais confiance. Les enquêteurs pensent que c'était une mesure de sécurité, que Renaud voulait s'assurer que l'argent arriverait d'une façon ou d'une autre. Eliane, tu dois être prudente. Même si je suis en prison, même si Renaud est en prison, il pourrait y avoir encore quelqu'un là-bas qui représente un danger pour toi. Après cette visite, j'ai immédiatement contacté l'inspecteur Moreau pour lui faire part de ce que Théodore m'avait révélé. Il m'a confirmé qu'il était au courant des insinuations de Renaud concernant un complice non identifié, mais qu'il n'avait pas encore réussi à déterminer de qui il s'agissait. Il m'a conseillé de rester vigilante, de signaler immédiatement toute activité suspecte, tout comportement inhabituel chez les gens autour de moi. Les semaines suivantes ont été marquées par une paranoïa croissante. Je regardais chaque personne avec suspicion, me demandant si mon voisin sympathique, si la dame du marché, si même Madame Fournier pouvait être cette mystérieuse complice.
Je sursautais à chaque bruit, vérifiais obsessivement les serrures de mes portes et fenêtres, avais du mal à dormir la nuit. C'est Gisèle qui a finalement fourni l'indice qui a tout débloqué. Elle m'a appelé un soir, sa voix inquiète, me disant qu'elle avait trouvé en faisant le tri dans ses affaires une vieille photo de famille qu'elle ne se souvenait pas avoir prise, une photo de moi prise depuis l'extérieur de ma maison à Besançon, datée d'il y a 2 ans. Au dos de la photo, il y avait un numéro de téléphone et un nom. Sophie. Sophie. Le nom a résonné dans ma tête comme une alarme. Il y avait eu une Sophie dans ma vie, une femme que j'avais rencontrée il y a environ 3 ans à un cours de yoga à Besançon, avec qui j'avais sympathisé, qui était devenue d'une sorte d'amie, qui venait parfois prendre le thé chez moi, qui connaissait mes habitudes, mes routines. Et puis, environ 6 mois avant la tentative d'empoisonnement, elle avait déménagé soudainement, prétextant un nouveau travail dans une autre ville, et je n'avais plus eu de nouvelles d'elle. J'ai donné ces informations à l'inspecteur Moreau, et son équipe a rapidement identifié Sophie Mercier, une femme avec un casier judiciaire pour escroquerie et vol, qui avait apparemment été recrutée par le réseau de Renault pour se rapprocher de moi, gagner ma confiance et recueillir des informations qui seraient utiles si jamais le plan principal échouait. Elle avait disparu de la circulation après avoir appris l'arrestation de Théodore et de Renaud, mais grâce aux informations bancaires et aux enregistrements téléphoniques, la police a réussi à la localiser dans une petite ville près de Marseille. Sophie a été arrêtée et a confirmé qu'elle faisait partie du réseau, qu'elle avait été chargée de surveiller mes activités et de se préparer à intervenir si nécessaire. Le plan de secours impliquait un accident qui aurait pu survenir n'importe quand dans les mois suivant l'échec de la tentative d'empoisonnement. Mais quand l'affaire avait éclaté publiquement et que les arrestations avaient recommencé, elle avait pris peur et avait fui, espérant échapper aux conséquences de son implication. Son arrestation a marqué la fin véritable de cette horrible saga. Tous les acteurs principaux étaient maintenant derrière les barreaux. Tous les secrets avaient été révélés. Toutes les menaces avaient été neutralisées. Je pouvais enfin, vraiment, commencer à reconstruire ma vie, sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué ma thérapie, mon bénévolat, ma nouvelle vie à Annecy. J'ai appris à faire confiance à nouveau, lentement, prudemment, mais en reconnaissant que la capacité de faire confiance est une force et non une faiblesse, même si cette confiance peut parfois être trahie. J'ai compris que ce qui était arrivé ne définissait pas qui j'étais, que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, que survivre à une trahison aussi profonde et à une tentative de meurtre m'avait transformé en quelqu'un de plus résilient, de plus conscient, de plus vivant dans un sens paradoxal. Gisèle et moi sommes devenus très proches. Elle porte le poids de la culpabilité concernant les actions de son fils, même si je lui répète sans cesse que ce n'est pas sa faute, qu'elle a fait de son mieux, qu'on ne peut pas contrôler les choix que font nos enfants une fois qu'ils sont adultes. Nous nous soutenons mutuellement, partageons nos douleurs et nos petites victoires quotidiennes, et d'une certaine façon, la famille que j'avais perdue en perdant Théodore s'est reconstruite différemment, mais tout aussi significativement avec sa mère. Je pense parfois à Théodore, enfermé dans sa cellule, vivant avec le poids de ce qu'il a fait. Je ne lui ai pas pardonné, et je ne suis pas sûre de pouvoir jamais pardonner une tentative de meurtre aussi calculée, aussi froide. Mais je ne le hais pas non plus. Je ressens plutôt une tristesse profonde pour l'homme qu'il était devenu, pour les choix qu'il a faits, pour la vie qu'il a gâchée, non seulement la mienne, mais aussi la sienne. Et surtout, je ressens de la tristesse pour le jeune homme de 20 ans qui a vu son père se faire assassiner et qui a choisi le silence par peur. Un silence qui a empoisonné le reste de sa vie et l'a conduit sur un chemin qu'il n'aurait jamais dû prendre. Cette histoire m'a appris que les secrets sont toxiques, que les traumatismes non traités peuvent se transformer en monstres qui dévorent tout sur leur passage, que la peur peut pousser les gens à faire des choses impensables. Mais elle m'a aussi appris que la résilience est réelle, que la reconstruction est possible, que même après avoir frôlé la mort et découvert que toute sa vie était basée sur des mensonges, on peut encore trouver des raisons de se lever le matin, de sourire, de croire en la bonté fondamentale de l'humanité malgré les preuves du contraire. Aujourd'hui, quand je me réveille dans mon appartement d'Annecy et que je regarde le lac qui scintille sous le soleil matinal, je ressens de la gratitude. Gratitude d'être vivante,
Gratitude pour les gens qui m'ont soutenu à travers cette épreuve. Gratitude pour chaque jour nouveau qui m'est donné. Le succo qui aurait dû me tuer a finalement, d'une façon étrange et inattendue, sauvé ma vie en révélant la vérité avant qu'il soit trop tard, en me forçant à voir ce que je refusais de voir, en me donnant une seconde chance de vivre vraiment, authentiquement, sans illusion, mais aussi sans peur paralysante. Et si je peux transmettre une chose à travers cette histoire, c'est que peu importe ce que la vie nous jette, peu importe les trahisons que nous subissons, et peu importe la profondeur de la douleur, il y a toujours une possibilité de renaissance. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela demande du temps, du soutien, du courage et beaucoup de travail intérieur. Mais c'est possible. Je suis Eliane Marcelet, j'ai 56 ans maintenant, et je suis une survivante. Non pas parce que j'ai échappé à un empoisonnement par chance, mais parce que j'ai choisi de ne pas laisser cette expérience me détruire. Parce que j'ai décidé que ma vie vaudrait plus que la somme de mes traumatismes, que mon histoire se terminerait non pas par la trahison et la mort, mais par la guérison et l'espoir. Et vous, qui avez écouté mon histoire jusqu'au bout, qui m'avez accompagné à travers chaque révélation douloureuse, chaque twist inattendu, chaque moment de désespoir et de renaissance, je vous remercie du fond du cœur. Votre présence, même silencieuse, même virtuelle, a été une forme de soutien qui compte plus que vous ne l'imaginez. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître les signes avant-coureurs d'une relation toxique, à demander de l'aide avant qu'il soit trop tard, à croire qu'il y a une vie après la trahison, alors tout ce que j'ai vécu aura eu un sens au-delà de ma propre souffrance. Prenez soin de vous. Faites confiance à vos instincts. Et n'oubliez jamais que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, capable de survivre à des tempêtes que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. La vie peut être cruelle, mais elle peut aussi être merveilleusement belle, surtout quand on la regarde avec des yeux neufs, des yeux qui ont vu le pire et qui ont choisi de continuer à chercher le meilleur. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Et que votre propre chemin, quel qu'il soit, vous mène vers la paix, la guérison et une vie qui vaut la peine d'être vécue pleinement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette histoire qui a déchiré ma vie en morceaux avant de me permettre de la reconstruire différemment, c'est que quelque chose en vous a résonné avec ce que j'ai vécu. Peut-être avez-vous vous aussi connu la trahison de quelqu'un en qui vous aviez placé toute votre confiance. Peut-être avez-vous aussi découvert que la personne dormant à vos côtés pendant des décennies cachait des secrets qui auraient pu vous détruire. Ou peut-être écoutez-vous simplement en vous demandant ce que vous auriez fait à ma place, comment vous auriez réagi face à une vérité aussi dévastatrice. Cette histoire n'est pas juste la mienne. Elle appartient à toutes ces femmes qui ont survécu à l'impensable, qui ont trouvé la force de continuer quand tout s'effondrait autour d'elles, qui ont choisi la vie malgré la douleur. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez portent vos propres cicatrices, vos propres secrets et vos propres batailles silencieuses que personne ne voit, mais qui vous ont façonné en personnes plus fortes que vous ne l'auriez jamais imaginé. Alors je vous pose cette question, non pas par curiosité, mais parce que vos réponses pourraient aider quelqu'un d'autre qui traverse sa propre tempête en ce moment même. Auriez-vous fait les mêmes choix que moi? Auriez-vous trouvé le courage de confronter la vérité, de témoigner au procès, de recommencer votre vie ailleurs? Ou auriez-vous choisi un autre chemin, une autre forme de guérison que je n'ai pas su voir? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste nos vérités individuelles, nos façons uniques de survivre à ce qui devrait nous briser. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, que ce soit depuis votre salon à Paris, votre cuisine à Lyon, votre jardin en Provence, ou depuis n'importe quel coin du monde francophone où mon histoire est arrivée jusqu'à vous. Dites-moi si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si connaissez quelqu'un qui a traversé une épreuve comparable. Votre témoignage, aussi court soit-il, pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour se sentir moins seule aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché au point de vouloir entendre d'autres récits de survie, de résilience, de femmes qui ont refusé de laisser les circonstances définir leur destin, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce que derrière chaque abonnement,
Il y a une personne qui croit que nos histoires méritent d'être entendues, que nos voix méritent d'être amplifiées, que notre force collective peut inspirer celles qui pensent être au bout du chemin, alors qu'en réalité, un nouveau départ les attend peut-être juste au tournant. Je lis chaque commentaire, chaque message que vous m'envoyez. Parfois tard le soir, quand le lac d'Annecy est calme et que les lumières des maisons se reflètent dans l'eau comme des étoiles tombées du ciel, je lis vos mots et je me sens moins seul dans ce voyage. Vos histoires me donnent de la force, me rappellent pourquoi j'ai choisi de partager la mienne, malgré la douleur que cela représente, de revivre ces moments encore et encore. Alors merci d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir porté avec moi le poids de cette vérité difficile. Et rappelez-vous ceci, peu importe ce que la vie vous a fait traverser, peu importe les trahisons que vous avez endurées, vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours là. Et cela, en soi, est la plus belle victoire que nous puissions remporter contre ceux qui ont essayé de nous briser. À bientôt, et que votre propre chemin, quel qu'il soit, vous mène vers la paix que vous méritez.